Donc, bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous pour ce webinaire. Euh, je fais une petite présentation très brève parce que ça fait de nombreux webinaires qu'on fait maintenant, donc j'espère que vous êtes nombreux à être revenus et re-revenus ou d'avoir regardé les replays sur YouTube et sur notre site. Donc, Bien-être auto-immune, c'est une plateforme d'accompagnement qui est dédiée aux personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, donc de tout type de maladies, c'est très global. C'est basé sur une approche naturelle. On se base sur notamment le protocole auto-immune parmi tant d'autres choses. Et tout est basé sur des études scientifiques, tout est très recherché et surtout tout est géré par des coachs EIP qui ont été entraînés par la certification du protocole auto-immune. Et ce sont des coachs qui sont des naturopathes, des nutrithérapeutes, tout ce genre de background qui sont aussi spécialisés en maladies auto-immunes. Beaucoup d'entre nous souffrons aussi de maladies auto-immunes, ou on ne pourra pas dire souffrir, mais en tout cas, avons eu un diagnostic de maladie auto-immune. C'est mon cas, donc je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Et donc cette plateforme est née vraiment d'une frustration et d'une observation qu'il manquait énormément d'informations autour de cette approche naturelle, qui est complémentaire à l'approche allopathique, donc médicale, hein, pour les maladies auto-immunes. Mais malheureusement, les maladies auto-immunes, du point de vue médical, ne se traitent pas, donc ne se guérissent pas aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire chez nous, dans notre lifestyle, notre manière de vie, notre mode de vie et notre alimentation pour aller mieux et retrouver la santé, rééquilibrer le corps. Donc c'est vraiment une compréhension de pourquoi on est tombé malade et comment on peut récupérer notre santé. Ça passe par beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va parler des micronutriments qui sont utiles en cas de maladie auto-immune. On va vous présenter différents types de micronutriments, où est-ce qu'on peut les trouver dans la nature, donc dans les aliments, mais on va aussi vous parler de compléments alimentaires avec à la fin, vous allez pouvoir screenshotter ou retrouver le lien via QR code pour un lien vers des des compléments alimentaires que nous préconisons. Voilà. Donc, petit récap sur moi, je vais faire rapidement parce qu'après, moi, je me présente à chaque fois et Juliette aussi a beaucoup de choses à présenter. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, j'habite aux États-Unis, je suis française hein, de base et j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014. C'est une longue histoire, mais vous pouvez aller voir sur YouTube. Je raconte mon histoire sur ma chaîne YouTube Laura Nutrition, si ça vous intéresse. Mais j'ai retrouvé la santé grâce au fait que j'ai déménagé aux États-Unis au moment où, enfin, dans un an après que je sois tombée malade, où j'avais une approche très allopathique, rien ne fonctionnait, tous les médicaments, j'avais essayé tout ce qui existait sur Terre, les infiltrations de cortisone à tout va, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Je suis arrivée aux États-Unis, j'ai découvert la médecine fonctionnelle. Et c'est là que les choses se sont vraiment débloquées pour moi. C'était un long chemin, hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais au bout de 18 mois, 2 ans, j'ai pu retrouver la santé, arrêter mes immunosuppresseurs et surtout vivre une vie tout à fait normale, sans symptômes, sans médicaments quelconques, sans douleur et de pouvoir retrouver ma vitalité. Et ça a été absolument incroyable. Donc, ce qui fait que je me suis redirigée dans ce milieu. J'étais absolument passionnée de tout ce qui était autour de l'alimentation, de la nutrition et de cette approche. Donc, j'ai repris les études. Maintenant, je suis nutrithérapeute, coach certifié en AIP, donc du protocole auto-immune, et je me suis spécialisée en santé intestinale et dans les maladies auto-immunes. J'adore utiliser des tests fonctionnels qui sont encore difficiles à mettre les mains dessus en Europe, mais on y arrive. Et notamment des tests de prélèvement de sel, euh, avec un bilan total parasitaire, un bilan total du microbiote, de la santé intestinale et ce genre de choses. J'utilise beaucoup l'alimentation et des changements de vie, voilà, avec mes clients. Donc aujourd'hui, on a Juliette qui présente avec nous. Juliette, je te laisse te présenter. Et puis, Juliette a beaucoup travaillé sur les slides qui vont venir pour vous présenter notre thème aujourd'hui sur les micronutriments. Voilà.
Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis diététicienne nutritionniste en France et en Nouvelle-Zélande. Je suis certifiée dans les deux pays et je travaille dans les deux pays. Et donc, je suis spécialisée dans les troubles digestifs, les troubles hormonaux et les maladies auto-immunes. Et j'utilise donc, comme Laurent, les tests. Alors, on a de plus en plus de tests en Europe. C'est juste que c'est pas forcément accessible ou connu, on va dire, plutôt du grand public. Il faut un peu creuser, mais on en a. Ça arrive. Et j'utilise quand même beaucoup l'alimentation, la micronutrition, d'où le fait que ce webinaire me tient particulièrement à cœur, et la phyto et la mycothérapie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'usage de champignons médicinaux. Voilà, donc j'ai un parcours pas forcément détaillé là parce qu'on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, mais moi aussi j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune, notamment envers la thyroïde. Et mon parcours professionnel beaucoup aidé en fait à comprendre un peu plus cette pathologie et à mettre en place plein de choses pour vivre au mieux aujourd'hui. Merci Juliette. Oui, j'ai déjà présenté, je pense, bien-être auto-immune. Cette slide était censée être avant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que c'est là, tous les mois, on vous envoie nos derniers articles. Vous y trouverez sur le site un annuaire de coach, nos webinaires, bien évidemment, et pour être tenu au courant des prochains webinaires. Voilà. Donc, si tu veux, Juliette, je commence juste par cette première partie. Donc, petite intro, petit topo sur qu'est-ce qu'une maladie auto-immune. C'est quand le corps se retourne contre soi-même et va produire des auto-anticorps et qui va au final attaquer ses propres cellules. Il y a tout un mécanisme qui est très complexe derrière, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment juste cette compréhension de base. Et ce qui est important de comprendre, pour mieux comprendre notre approche aussi, et cette approche, c'est les déclencheurs. Donc, il y a trois choses qui vont amener à un déclenchement d'une maladie auto-immune. Il y a la première chose qui est la prédisposition génétique, mais au final, ça représente que 30% des éléments déclencheurs. Donc, c'est vrai qu'on y attribue beaucoup plus d'importance, surtout dans l'allopathie, on a moins cette compréhension, mais au final, elle n'est due qu'à 30% des éléments déclencheurs. Et les 70 autres pourcents est complètement dépendant de notre environnement, de notre mode de vie, de notre alimentation. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on peut changer et sur lesquelles on peut travailler. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il va forcément y avoir un ou plusieurs déclencheurs environnementaux notamment l'alimentation, le mode de vie, l'air qu'on respire, les toxines qu'on va ingérer, les métaux lourds, potentiellement des moisissures, des aliments qui ne nous conviennent pas, notamment des choses qui ont des lectines, comme le gluten. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Je vous invite à regarder nos autres thématiques de webinaire pour mieux comprendre cette partie-là. Et la troisième chose, c'est une hypersensibilité intestinale. Et donc, ce qui est intéressant avec le protocole auto-immune, ou en tout cas un changement d'alimentation pour se focaliser sur la santé intestinale, parce que parfois on se pose la question, ok, moi j'ai une maladie auto-immune, bah voilà, l'hyperthyroïdie de Maslow, on n'a pas forcément fait le lien entre la santé intestinale et ce genre de maladie. Moi j'ai une spondylarthrite, c'est articulaire, pareil. On se dit pas, ah, ben, j'ai des problèmes intestinaux. Mais en fait, il y a toujours une hyperperméabilité qui s'appelle leaky gut en anglais, donc l'intestin poreux, qui est présent chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes actives, symptomatiques. Voilà, donc il faut d'abord se focaliser sur la santé intestinale pour ensuite se focaliser sur la santé immunitaire. Voilà, donc on va faire un petit topo, c'est Juliette qui va vous faire aussi, pour mieux comprendre, un petit topo sur le système immunitaire, qui est notre mécanisme de défense et qui disjoncte un petit peu dans notre cas à nous. Ok, bon, le but, c'est pas non plus d'aller en fond dans la physiologie, c'est assez complexe. Là, en gros, ce que je voulais juste vous montrer par cette slide, c'est qu'on a vraiment deux types de système immunitaire, le système immunitaire acquis et le système immunitaire adaptatif. Dans le système immunitaire inné, en fait, c'est tout ce qui va être déjà les fonctions qu'on a à notre naissance, innées, et physiques. Donc, les,
la barrière physique, la peau, c'est une protection du système immunitaire. Après, on va avoir certains types de molécules qui sont présents là. Et après, en gros, si le corps n'arrive pas à faire face à l'agresseur, il va y avoir le système immunitaire adaptatif acquis qui va arriver en aide, quoi. Voilà pour ces slides. Et là, je vais juste vous montrer aussi, donc c'est un examen que l'on peut faire. C'est un test de biologie fonctionnelle qui est disponible donc, dans des labos privés, pas forcément du coup, dans vos labos de quartier. Donc, ce n'est pas un outil de diagnostic. Hein, ça ne va pas permettre de dire, OK, vous avez une maladie auto-immune. Mais quand on a des troubles immunitaires, que ce soit parce qu'on a des maladies auto-immunes ou autres, par exemple, je pense à l'allergie, qui est aussi peut être vraiment handicapant au quotidien, eh bien, ça nous permet un petit peu, ce test-là nous permet d'identifier euh, et de mettre en avant les déséquilibres des différents types d'immunité qui existent. Et notamment, par exemple, dans les maladies auto-immunes, on a l'immunité de tolérance qui va vraiment être très, très intéressant à visualiser. Et ensuite, du coup, on va pouvoir adapter, utiliser la micronutrition, de la phyto, de la mycothérapie aussi. Moi, j'utilise pas mal dans ces cas-là Mhm. pour rééquilibrer les différents immunités qui sont en déséquilibre parce qu'il y a toujours, ça va toujours en main dans la main. Si vous voulez. Quand il y en a une qui est augmentée, l'autre en général diminue. Et donc, du coup, il faut rééquilibrer pour avoir un système immunitaire optimal. Mhm. J'adore que tu aies présenté ça, que tu aies parlé de ça, parce que quand je me plongeais dans tout ça pour moi, hein, à l'époque, il y a 6 ans maintenant, ou non, même plus, bref, j'en avais parlé à ma rhumato. Je lui disais, mais je suis sûre qu'il y a des tests. Moi, je veux connaître mon équilibre entre TH1, TH17, TH22, tout ça. Et elle me disait, non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de moyen de tester ce genre de choses. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut vraiment, quand vous voulez faire des tests plus poussés, aller voir des médecins fonctionnels ou des nutrithérapeutes ou des personnes comme Juliette, voilà, qui ont accès à ces tests-là et qui connaissent. Alors, Alors, donc maintenant, on va faire vraiment un focus sur donc, les micronutriments utiles. Juste un petit rappel entre les macros et les micronutriments, parce que ce n'est pas toujours facilement identifié. Les macronutriments, c'est tout ce qui va être du coup protéines, lipides, glucides, fibres qui fournissent de l'énergie, donc des calories, alors que les micronutriments, ils n'ont aucun rôle énergétique, c'est des toutes petites quantités infimes, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc il faut absolument en apporter. Voilà. Alors là, c'est juste une revue parce que il y a plein d'éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Là, on va vraiment se focaliser sur les principaux. Et donc ça, c'était un article que j'ai lu pour il y a longtemps, je pense, mais que je me suis dit que j'allais vous le mettre, qui vraiment, voilà, vous dit ça, on ne sort pas ça de notre chapeau non plus. On s'intéresse à la science, même si on a des approches un peu différentes de la médecine classique. Et voilà, pour vous dire que l'alimentation aussi est souvent insuffisante pour couvrir ce que tu as besoin. On va en parler dans les prochaines slides et que parfois, même souvent, il est nécessaire d'apporter des nutriments via des supplémentations de façon ponctuelle ou des fois sur plus long terme en fonction des terrains, parce que notre alimentation aujourd'hui est malheureusement beaucoup plus pauvre en nutriments. Ça dépend aussi où on vit et comment on se procure ces aliments, mais voilà, c'est important. Et donc justement, pour cette slide, ça, je voulais vraiment la mettre ici pour vous dire, OK, il y a plein de choses qui peuvent compromettre le système immunitaire. Donc, l'alimentation, c'est le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut avoir une alimentation, alors pour le diet, c'est un petit peu péjoratif, mais en gros, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a un budget un peu plus limité et que du coup, on va se tourner vers des produits pas forcément de qualité, ça va impacter aussi la densité nutritionnelle, donc la, la richesse en micronutriments des aliments, pas en macro, parce que vous allez avoir des lipides, donc des graisses, des protéines éventuellement dans ces aliments-là, mais au niveau densité nutritionnelle, ça sera pauvre. Des régimes restrictifs, parfois on évite complètement des groupes d'aliments, alors typiquement pour être dans l'excès, ceux qui n'aiment pas les fruits et légumes, voilà, forcément on va avoir des soucis quelque part. Donc ça va apporter tout ça
un statut nutritionnel sous-optimal qui va compromettre le système immunitaire et d'autres paramètres du coup vont rentrer en compte, la pollution, la cigarette, qui aussi puise dans nos réserves en micronutriments, l'activité physique inadaptée, les troubles du sommeil et le stress, qui est aussi vraiment un gros problème, qui soit physique, donc c'est-à-dire activité physique complète, beaucoup plus importante que ce que le corps pourrait supporter, ou à l'inverse, des stress plutôt psychistes, émotionnels, qui sont aussi très communs dans la société. Et je l'ai mis aussi parce qu'il y a des médicaments qui peuvent aggraver les déficits nutritionnels. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Là, j'ai pris un médicament assez typique, enfin couramment prescrit dans certains cas de maladies auto-immunes, mais un des médicaments, parce que c'est un médicament que je vois très souvent, c'est la pilule. La pilule Mhm. contraceptive va induire de nombreux déficits nutritionnels qui vont avoir un impact sur le système immunitaire à moyen terme. Mhm. Voilà. Bah, d'où l'importance de la complémentarité en fait de ces deux approches. C'est que très souvent, il y a des personnes viennent nous voir qui ont des maladies auto-immunes, ils sont déjà en traitement allopathique, bon, souvent avec des immunosuppresseurs, mais pas que. Et c'est vrai qu'il faut aussi comprendre que du coup, c'est important d'allier la nutrithérapie avec l'allopathie pour avoir des meilleurs résultats et pour éviter de creuser ces carences encore plus. Donc, c'est vraiment de jouer sur la complémentarité des deux choses. C'est pas l'un ou l'autre. C'est ça. Quand on a besoin d'avoir un médicament, bah voilà, on va l'arrêter. Mais du coup, il faut être conscient des carences qu'il peut engendrer pour, bah, par exemple, vraiment faire des dosages Mm. réguliers et se supplémenter aux besoins parce que forcément, on va pas non plus pouvoir tout combler si on a quelque chose qui puise tout le temps ce nutriment-là. Bon, il va falloir aussi l'apporter de façon Mm. complémentaire. Exactement. Alors ça, il fallait commencer par là, la Notre vitamine D. favorite. Voilà. Ça, c'est vraiment la vitamine. C'est même pas une vitamine, hein, c'est d'ailleurs une hormone qui est Mhm. cruciale dans le système immunitaire. On le sait, c'est partout. La carence en vitamine D va favoriser le développement, enfin, va favoriser le développement d'une maladie auto-immune et vice-versa. Quand on a une carence, parce qu'il faut savoir que quand on est atteint d'une maladie auto-immune, eh bien, on est plus enclin à en développer d'autres. Donc, autant ne pas se dire foutu pour foutu, non, hein, pas être dans cette optique-là. Donc, c'est vraiment crucial parce que c'est une vitamine qui est synthétisée via les rayons du soleil sur la peau. Et donc, en hiver, mais même en été, parce que si vous... Là, il fait très beau, je suis dans ma pièce, le soleil ne va pas venir sur ma peau et je ne vais pas synthétiser la vitamine D. Donc, ça dépend vraiment de votre exposition solaire. Et ça, c'est typiquement, c'est une vitamine qui, via l'alimentation, ça va être impossible de combler ses besoins. Je vous ai mis, par exemple, un tableau là, parce que souvent on me demande, hein, et moi la première, c'est mon métier, je veux que l'alimentation soit vraiment le focus, mais ça ne suffit pas toujours. Et là, typiquement, à part aimer l'huile de foie de morue et d'en consommer beaucoup, ça va être compliqué. Parce que pour vous donner une petite idée, nos besoins en vitamine D, alors ça va vraiment dépendre de votre taux de base, donc de la prise de sang qui est essentielle pour voir où Mhm. vous en êtes. Euh, on va tourner autour de 60, soit des fois on peut monter à 75 8 par kilo de poids. Donc, autant vous dire que si vous avez des besoins à 5000, 6000 huiles par jour, euh, bon, il va falloir beaucoup aimer de l'huile de foie de morue et ça va aussi apporter des équilibres parce qu'on ne peut pas non plus se nourrir que de l'huile de foie de morue, quoi. Donc, Oui, mais c'est voilà, bien de faire les vraiment, deux, au voilà, final. on C'est... peut. Il Ouais. faut aimer aussi parce que, bon, c'est aussi un goût particulier. Donc, on peut déjà un peu booster avec un peu de sardines, enfin, des petits poissons gras, des choses comme ça, mais vous voyez que ça va être compliqué d'atteindre ces Mhm. besoins. Donc, une supplémentation est vraiment essentielle, quoi. Mhm. Mm. Et toi, avec tes clients, tu vises quoi généralement pour la vitamine D en termes de dosage? Alors, moi, je demande systématiquement un dosage, surtout que dans le cadre d'une maladie auto-immune en France, en général, c'est remboursé. Ouais. Mais du coup, sur la prise de sang, ça va être du 100-150 nanomoles. Et en fonction de ça, d'où la personne est, je vais monter. Mais s'il y a des grosses carences, des fois, je peux monter jusqu'aux doses maximales conseillées. Euh, Mhm.
Mais en général, voilà, je me base vraiment sur les dosages, le poids de la personne et son hygiène de vie aussi. Parce que si elle s'expose tous les jours au soleil, mais si elle met de la crème solaire aussi, bon, bah, ça va avoir un effet barrière. Bien En sûr. général, c'est plutôt dosage et poids que je prends, qui prend en compte. Ouais. Ok, super. Et c'est vrai qu'en termes de vitamine D3, moi j'aime bien l'allier avec la K2. Souvent il y a une meilleure absorption aussi Mm. avec la vitamine K ou avec le magnésium aussi. Ouais, magnésium. Ouais. Bah, Ouais. surtout en cas de maladie auto-immune, le magnésium, c'est souvent un essentiel, mais Oui. il y a plein de vitamines D sur le marché. Moi, je conseille souvent des assez dosées parce que Mhm. sinon, on va vite finir le flacon. Donc, d'en Oui. avoir une pour soi et une pour ses enfants si on a des enfants, pour pas que ce soit les mêmes dosages. Et après, il y a aussi, s'il y a des troubles digestifs, il peut y avoir une forme micro-émulsionnée qui n'a pas besoin de bile pour être absorbée. Donc ça, il y a un labo aussi qui le fait. Donc ça va vraiment dépendre du le choix du complément par rapport à la personne. Ouais, complètement individualisé, c'est sûr. Mm. Ok. La vitamine A, alors ça, c'est notre vitamine pour tout ce qui est muqueuse, donc la muqueuse digestive, mais aussi même en pansement, la muqueuse nasale. Donc vraiment, vraiment essentielle. Essentielle au système immunitaire. On peut la doser aussi assez fréquemment en laboratoire classique. Et les sources alimentaires, alors ça va être notamment les abats. Et après, il y a tout ce qui est caroténoïde qui va être transformé en vitamine A dans le corps si tout se passe bien. Et donc ça va plutôt être les sources d'origine végétale avec typiquement, on pense aux aliments orangés, mais pas toujours, hein, les épinards aussi, ou les, les- les légumes verts, il y a aussi de la vitamine A dedans. Mhm. Voilà. Donc, si vous aimez le foie, oui, le foie de veau, c'est l'aliment le plus riche en vitamine A. Voilà. Ouais, qui pour le coup, la vitamine A, c'est quand même plus intéressant de la trouver dans la nature, donc via l'alimentation, que via la complémentation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Juliette, mais c'est vrai que il peut y avoir, on parle souvent d'hypertoxicité à la vitamine A, notamment autour des femmes enceintes. Il y a toute cette peur autour de la vitamine A, mais en fait, elle n'existe que dans des cas synthétiques de vitamine A synthétique. Ce n'est pas possible d'avoir une hypertoxicité de la vitamine A via une vitamine A qui est naturelle, qu'on va trouver avec tous les cofacteurs qu'il faut, notamment dans le foie de veau ou de foie de bœuf, ce genre de choses. Donc ça, c'est une vitamine où vraiment, il n'y a aucun intérêt d'aller à la pharmacie et de récupérer votre petite boîte de vitamine A. Mangez plutôt des aliments qui vont être forts en Ouais, vitamine bah ça A. c'était venu d'une étude ouais, sur les fumeurs où il s'est rendu compte que les supplémentations riches en bêta-carotène pouvaient aggraver les risques du cancer du poumon. Mais en fait, faut vraiment faire la différence. Après, moi des fois je vois des carences en vitamine A, mais c'est pas lié à des manques forcément d'apport, c'est souvent les troubles thyroïdiens. Hmm. Où là il y a des soucis. Je complémente très très rarement la vitamine A et ça arrive des fois parce que je préfère optimiser la vitamine A que la laisser très basse pendant un temps. Mais voilà, c'est assez rare cette vitamine, mais ça m'arrive. Ça Mhm. m'arrive de temps en temps. Mhm. Mais dosage, absolument. C'est dosage Ouais. pas au pif. Alors, la vitamine E, donc elle, c'est une vitamine anti-inflammatoire, antioxydante. On la voit souvent dans les compléments anti-âge parce que justement, elle va vraiment protéger toutes les membranes et être dans les membranes des cellules, donc de la peau également, et l'élasticité de la peau. Là, par exemple, vous avez mis le tabac qui induit une surconsommation de vitamine A. Si vous vous souvenez du schéma des éléments qui peuvent compromettre le système, le statut nutritionnel d'une personne. Euh, on y pense un peu moins, mais son déficit peut initier une réaction auto-immune et ou l'accélérer. Et son déficit est fréquent lors de maladies auto-immunes. Voilà. Donc là, les sources alimentaires, ça va être les matières grasses essentiellement, tout ce qui est huile de germe de blé, d'avocat, ou l'avocat en soi, hein, les amandes, les crèmes de tournesol et la noisette Mhm. et autres. Et bon, Tous les après, éléments qui l'huile de germe de blé, si on suit un protocole particulier, un régime particulier sans gluten, sans blé, sont. faut Alors, en l'éviter, mais général, ouais, il y a pas, mais moi, je n'utilise pas. C'est vrai que par mesure de précaution, vu que c'est de l'huile, normalement, il y a toutes les lipides, mais je ne ouais. l'utilise pas quand même.
Ouais, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Techniquement, hein, il devrait pas y avoir de protéines dedans, mais il peut y avoir des traces. On a quelqu'un qui a posé une question, Malika, qui demande, vous pouvez préciser si la carence en vitamine A liée au problème de thyroïde concernerait l'hypo ou l'hyper? J'aurais tendance à dire l'hypo. J'ai jamais vu un hyper. Ouais. Ok. C'est pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est essentiel en fait au bon fonctionnement immunitaire au niveau de la membrane de la cellule. Et du coup, vu que c'est fréquent et que c'est essentiel, moi je l'ai plus vu en hypo. Ouais. Mhm. Ok. Après, je vois beaucoup moins d'hyper, hein, c'est plus rare. Bah, c'est ça, c'est qu'il Et, y a beaucoup et moins d'hyper. malheureusement, voilà, la nutrition peut aider hein, quand même, mais on est un peu plus restreint en termes de ce qu'on peut faire par rapport à l'hypothyroïdie où là, clairement, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, le zinc, c'est vraiment notre couteau suisse, hein. C'est vraiment essentiel à la division des cellules, aux cellules à division rapide, donc cheveux, ongles, système immunitaire, intestinal. J'aurais pu le mettre dans la spermatogenèse aussi, donc la fertilité Mhm. masculine, c'est essentiel. Les sources alimentaires, ça va principalement être les produits de la mer, produits animaux, et il va y en avoir dans tout ce qui va être graines de courge, tournesol, un peu dans les lentilles. Le truc, c'est qu'avec le zinc, déjà, le corps, il ne le stocke pas, donc il faut en apporter tous les jours, et c'est pas forcément simple de couvrir ses besoins. Et c'est aussi que si vous avez une alimentation très végétale et que vous ne, entre guillemets, préparez pas bien vos aliments, vous allez avoir tout ce qui va être acide phytique, phytate, ou des molécules qui vont empêcher l'absorption des nutriments, dont le zinc. Donc ça peut encore plus induire des carences. Donc vraiment, si ça c'est un élément essentiel. Là aussi, on le dose, mais toujours viser une moyenne haute, parce que dans les normes labo, entre les différences entre les normes santé et les normes labo, il y a des différences. Et en ratio avec le cuivre, parce que c'est vraiment l'équilibre aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre corps qui sont en ratio. Mhm. Et le ratio cuivre-zinc est essentiel. Parce qu'on peut voir des fois des taux de cuivre complètement exploser euh, par certains médicaments qui induisent ça. Et, euh, et du coup, des taux de zinc qui pourraient potentiellement peut-être être bons, mais en fait, non. Par rapport au taux de cuivre, ça va pas le faire, quoi. Donc, Mhm. important de doser le zinc et de se supplémenter au besoin. Ça remonte très difficilement une carence. Euh, et des fois, il vaut mieux avoir des doses un peu standards sur du long terme pour éviter que ça chute trop bas. Mhm. Et je trouve que le zinc, c'est particulier parce que surtout depuis Covid, il y a tout le monde qui parle que du zinc et qui se complimente tout seul à la maison en zinc et qui va potentiellement prendre des doses assez élevées. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ce ratio et le zinc notamment avec tous les minéraux aussi. Il y a vraiment un ratio important avec tous les autres minéraux. Et donc moi, c'est toujours au cas par cas, mais c'est vrai que j'utilise aussi quand il y a une complémentation en zinc à faire. J'utilise aussi quelque chose comme du sérum isotonique ou des gouttes de, comment on appelle ça en français? Des gouttes d'eau et de minéraux avec un Mm. profil de minéraux complet parce que ça peut aussi dézinguer un petit peu ces niveaux-là. Ouais. Moi, je fais des dosages, notamment chez les femmes avec le fer. Parce que fer Mhm. et zinc, c'est des antagonistes aussi également. Ouais. Euh, donc, ouais. Ouais, le fer, il est pas sympa, il est pas copain avec beaucoup de beaucoup de Ouais, micronutriments. ouais, c'est ça. Il aime pas avoir des potes. Ok. Le sélénium. Alors, Juste, ça, Juliette, je veux juste rajouter, il y a Malika qui ouais. rajoute, c'est effectivement tout le problème de manquer d'informations, particulièrement pour l'hyperthyroïdie de base d'eau. Donc c'est vrai, Ouais. ouais. Alors, j'avoue que moi, je me suis beaucoup plongée, du coup, parce que j'ai eu le diagnostic, quand j'ai eu le diagnostic, je connaissais quand même l'hypo, mais l'hyper, pas beaucoup. Mais on peut faire des choses. Après, comme le disait Laura dans tout début de présentation, il faut aussi se poser la question, pas que l'alimentation, hein. Souvent, le stress et l'hygiène de vie, ça joue beaucoup. Ouais. Donc voilà, mais on peut déjà optimiser de façon un statut nutritionnel et prendre soin de son système immunitaire
ça sera toujours bénéfique. Hein. De toute façon, dans toutes les maladies auto-immunes, même chez n'importe qui. Et déjà, ça peut grandement aider. Donc, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est des choses à optimiser et à s'assurer que les taux soient optimaux Mhm. même pour Pasto. Peut-être qu'à la fin, Juliette, tu pourrais rajouter, je viens de réaliser, je crois pas qu'on ait mis nos contacts dans une des slides, mais tu peux rajouter dans le chat si les gens veulent te contacter, ton site, Ouais. ton email, ce genre de choses, parce que je pense que peut-être Malika, ça pourrait être Oui, bah, je bénéfique peux, pour elle oui, de oui, te je contacter. peux le mettre, je vais le mettre après. Ouais. Mais oui, totalement. Hein. Et il faut pas perdre espoir, parce que je vois quand, des fois, c'est un peu perturbant quand on nous propose de retirer notre thyroïde. On se dit, oula, Mm, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, faut pas perdre espoir. mm. Ouais. Et pour répondre à la question, oui, il va y avoir un replay, Tiffany. Il y aura un replay que vous recevrez par mail et qui sera disponible sur YouTube. Donc, pas de souci. Vous pouvez revenir nous écouter plus tard. Donc, du coup, Donc, le sélénium, lui, c'est pareil, un rôle antioxydant, rôle dans le système immunitaire important. Là encore, un déficit induit un risque d'inflammation et du coup d'initiation de réactions auto-immunes. Euh, les taux vont aussi dépendre du pays où on se trouve, en fait, de la teneur en sélénium du sol. Et en Europe, c'est pauvre. Voilà. Donc, surtout dans les régions montagneuses, aussi, il y a des régions comme ça, mais globalement en Europe, la teneur en sélénium du sol est pauvre. Et c'est pour ça qu'on dit supplémenter avec 2 noix du Brésil. Enfin, c'est même pas vraiment une supplémentation, hein, c'est manger des noix du Brésil. Pourquoi pas, mais il faut qu'elles viennent du Brésil. Parce que là, c'est le Brésil qui est riche en sélénium. Donc, des fois, je vois les noix du Brésil qui ont été cultivées ailleurs, bah, pas forcément, elles ne seront pas forcément riches en sélénium. Donc ça, faut faire attention. Sinon, il y a aussi les produits de la mer, les abats et le jaune d'œuf aussi. Oh, qui sont aussi des sources intéressantes. Alors attention aussi à l'excès, parce que en excès, le sélénium est néfaste. Malheureusement, dans les labos de quartier, ça va être très cher hein, de le doser. Ça va tourner autour de 50 euros facile, alors que dans les labos privés, on peut en avoir pour moins de 15 euros pour le dosage du sélénium. Donc ça, c'est aussi un dosage que je conseille si possible, notamment bah, maladie auto-immune, thyroïde, aussi gros focus là-dessus. Et sinon, là, pendant la grossesse, aussi, le taux de sélénium chute énormément. Donc, je vous ai mis un petit screenshot d'une revue que j'ai lue et on voyait vraiment qu'au troisième trimestre, jusqu'à plus de 35% de chute. Donc, c'est important mhm, mhm. de vérifier son taux. Ouais. J'ai quelques personnes qui précisaient dans le chat qu'on ne pouvait pas manger de noix du Brésil quand on suivait le protocole auto-immune. Donc oui, en effet, quand on est dans la période, dans la première phase d'élimination, on élimine toutes les noix. Donc on élimine aussi les noix du Brésil. Mais on en parle aussi parce que déjà, pas toutes les personnes, il n'y a pas tous les chemins qui mènent à Rome. Donc pas toutes les personnes retrouvent la santé ou décident de choisir le protocole auto-immune hein, pour retrouver la santé. Et aussi, on peut être à plusieurs étapes du protocole auto-immune, parce que la phase d'élimination dure un certain temps. Et ensuite, on peut réintroduire certaines choses. Et d'ailleurs, il me semble que les noix sont dans la première étape des réintroductions, donc, ou peut-être dans la deuxième. Donc tout dépend de où vous en êtes dans votre cheminement. Et puis il y a des personnes qui décident de faire les IP, mais qui décident de ne jamais éliminer les noix. On peut vraiment faire en fonction de nos besoins et de ce qu'on peut réussir à faire voilà, dans nos habitudes. Et donc Malika qui dit pourquoi ne pas prendre des noix du Brésil à ce stade? Je suis pas sûre d'avoir compris. Je pense que c'est par rapport au protocole AIP. C'est Ouais. vraiment un protocole qui est basé sur l'éviction et la réintroduction. Et du coup, on va éviter un certain nombre d'aliments, puis les réintroduire et observer les symptômes qui apparaissent à la réintroduction des aliments, s'ils apparaissent d'ailleurs. Donc voilà, c'est un protocole qui existe et qui, du coup, élimine ces noix-là Mhm. dans la première Voilà. phase. C'est un protocole parmi d'autres, mais qui est quand même très, très efficace. Mais il a pour but d'éliminer beaucoup, beaucoup de choses en premier lieu pour donner un peu de repos et de répit au système digestif et au système immunitaire, notamment en éliminant les aliments qui sont hauts et forts en lectine.
Et donc, c'est vrai qu'il y a des lectines dans les noix et dans enfin, plein d'autres aliments. Et, euh, et donc, voilà, c'est de permettre la régénération cellulaire d'un point de vue intestinal, donc de réparer l'intestin poreux et ce genre de choses. Mais encore une fois, on est tous à des stades différents. Donc, et une autre question, comment Alors, non, s'appellent c'est pas ces le sang FODMAP, c'est non. vraiment différent. Les FODMAP, c'est pour vérifier les intolérances à certains sucres. Là, on va pas détailler là-dedans. Mais si vous voulez, moi, j'ai pléthore d'articles sur mon site par rapport au FODMAP, donc vous pouvez y aller. Voilà, FODMAP, là, vous allez trouver plein d'articles sur le site de Juliette. Pour tout ce qui est AIP, vous allez sur le site de Bien-être auto-immune. Et je vous mets le lien là hop, dans le chat et vous allez en savoir plus sur le protocole AIP. Voilà. La lectine, c'est une protéine qui se trouve dans les plantes. Euh, voilà. Mais on a plein d'autres vidéos qui parlent de ça. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Bien-être auto-immune et de chercher les vidéos qui vont parler du protocole auto-immune, qui vont parler de la composante alimentaire. On en a une vraiment très particulière sur qu'est-ce qu'on évite pendant le protocole auto-immune. Voilà. Voilà. Alors, les oméga 3, alors c'est pas vraiment un micronutriment, mais il fallait absolument en parler. Mm. Donc, du coup, je l'ai quand même mis. Les oméga 3, donc c'est vraiment tout ce qui va être autour des membranes. Donc, enfin, c'est constituant des membranes de nos cellules qui agissent en tant qu'anti-inflammatoires s'ils sont consommés en quantité suffisante. Il y a trois sources d'oméga 3, tout ce qui va être EPA, DHA, qu'on va trouver dans les poissons gras notamment. Donc, on privilégie les petits qui sont un peu moins pollués que les gros. Un petit peu dans le jaune d'œuf en fonction de si la poule a mangé des graines de lin. Donc ça, le label Bleu Blanc Cœur en France nous garantit ça. Et après, vous avez le troisième type, donc l'acide alpha-linolénique qu'on va trouver dans les huiles végétales. Enfin, de noix, de chanvre, de cameline et de lin. Euh, Attention, c'est des huiles qui sont très fragiles, à stocker au frigo, ne jamais chauffer et consommer rapidement parce qu'elles peuvent vite s'oxyder. Et attention aussi chez les végétariens, parce qu'on ne peut pas se dire, OK, je ne me focalise que sur l'acide alpha-linolénique, EPA, DHA, j'oublie, Mm. parce qu'il y aura problème. Le corps ne peut pas les sécréter tout seul. Donc, il faut en apporter. On a la chance maintenant d'avoir des complémentations à base d'algues. Donc, si éthiquement, les produits à base de poissons, ça pose problème, il en existe aussi. Donc, il n'y a aucun souci là, pour se complémenter sur ces types de produits-là, mais essentiel. Là, par contre, si vous ne mangez pas ces sources alimentaires-là, c'est supplémentation Mm. obligatoire. C'est crucial, vraiment. Et là aussi, le dosage, des fois, parce qu'on peut se dire, oui, je pense que ça existe, on peut le doser. On peut doser tout le profil en acides gras. Ça reflète aussi sur la consommation des graisses de 3 à 4 mois avant la prise de sang. Donc, c'est un dosage vraiment intéressant. Et souvent, on parle d'inflammation dans, dans les maladies auto-immunes, toutes les maladies d'ailleurs. Et pour vérifier aussi l'inflammation de son corps, c'est un des dosages qui est le plus intéressant à réaliser. Le glutathion, alors ça, c'est un antioxydant puissant qui va avoir un rôle là aussi dans le fonctionnement du système immunitaire et de la mitochondrie. Donc, les mitochondries, c'est nos milliards d'usines énergétiques qui sont dans nos cellules et qui produisent de l'ATP, donc c'est notre monnaie énergétique. Et on l'a mis là parce qu'il est formidable, celui-ci. Il régénère les autres antioxydants, notamment les vitamines C et E. Il joue un rôle dans la détox. Des taux bas sont associés aux maladies chroniques et il est intéressant en cas de maladies auto-immunes. Donc, on a des sources alimentaires qui ne sont pas toujours facilement assimilables par l'organisme. Et du coup, on peut éventuellement se supplémenter. Là, moi, j'avoue que j'aime bien aussi le doser. Ça se dose, hein. Tout se dose. Euh, voilà. Mais des fois, on peut en donner comme ça à court terme sans forcément de soucis. Euh, voilà. La quercétine, donc un anti-inflammatoire, antioxydant, neuroprotectif, qui a été aussi pas mal étudié dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, là, je vous ai mis aussi les sources alimentaires et
quelque chose aussi qui est intéressant, on ne l'a pas forcément précisé dans les autres diapos, mais parfois, la cuisson aussi des aliments va impacter la teneur en micronutriments de cet aliment-là, parce que la chaleur va détruire, notamment on parle de la vitamine C, qui est détruite dès qu'on chauffe l'aliment. Et donc, c'est vrai que si vous mangez que du cuit, euh, il va aussi y avoir des pertes. Pas toujours simple parce que quand on a des troubles digestifs vraiment importants, le cru, ça va avoir du mal à passer. Donc, il va aussi falloir des fois utiliser justement là ponctuellement certaines molécules en complément, le temps de rétablir aussi un système digestif qui sera à même de supporter et d'absorber tous ces nutriments-là. Mm. Parce que Laura l'a brièvement abordé, l'hyperperméabilité intestinale, c'est un point commun dans les maladies auto-immunes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut paraître paradoxal, mais quand on a une hyperperméabilité intestinale, on absorbe moins bien les nutriments. Donc voilà, il faut travailler un peu sur tout à la fois et en même temps aller dans un certain ordre, parce que si on fait tout, ça va être compliqué. Mm. Ouais. Mais notamment, c'est vrai que la quercétine, bon, là, on a parlé des sources alimentaires, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'utilise quasiment systématiquement en complémentation. Et pareil avec le glutathion. Alors, moi, je préfère utiliser les formes comme le NAC, qui va être le précurseur du glutathion. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où on préfère utiliser la voie alimentaire parfois, notamment pour la vitamine E, la vitamine A. Mais il y a des cas de figure où on ne peut pas tout faire avec l'alimentation. Ouais, allergie, ouais, très bien, même pour parce qu'intolérance à l'histamine. La quercétine, c'est pas mal. La Oui. curcumine, ah bah là, je pense que tout le monde la connaît. Mais bon, voilà, il faut quand même en parler. Anti-inflammatoire, ça lutte contre les infections. Et le stress oxydatif, c'est un peu le stress de la cellule, quoi, au niveau cellulaire. Euh, Elle est immunomodulatrice. Il y a énormément d'études vraiment sur la curcumine. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé, hein, on va dire ça. Euh, Elle est aussi, oui, elle a peu d'effets secondaires, donc ça, c'est vraiment c'est bien noté quand même, hein. Mhm. Et il y a peu de contre-indications, il y en a quelques-uns. Supplémentation en fer, je l'ai mis là. Alors, c'est pas parce que vous prenez du fer, vous pouvez pas prendre la curcumine, mais il faut pas le prendre au même moment, quoi. Voilà. Et Ouais. puis, attention par contre, aux produits que vous prenez, parce que entre le curcuma et le curcumine, c'est deux choses différentes. La curcumine, c'est le principe actif, et il faut une sacrée dose de curcuma pour en avoir. Donc, on l'extrait, mais c'est une molécule qui est instable, et donc, du coup, il faut que le produit, ça vraiment de bonne qualité. Euh, on peut le trouver sous forme liposomale ou avec la pipérine. Moi, je le conseille moins avec la pipérine parce que ça va absorber, faciliter l'absorption justement en favorisant des une micro hyperperméabilité intestinale, on va dire ça. Donc, moi, je suis un peu moins fan euh, sous cette forme. Et voilà, et là, je vous ai mis un petit screenshot tiré d'une étude aussi que j'avais lue et qui expliquait un peu les bénéfices de la curcumine dans toutes ces pathologies-là. Mhm. On a quelqu'un, pourquoi ne pas prendre... Ah non, au-dessus, on a... ça veut dire quoi, Missy? Ah, pardon, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, Mhm. maladie de Crohn, ulcère, rectocolite hémorragique. Et pourquoi ne pas prendre curcumine avec le fer? Absorption. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont antagonistes et du coup, on s'est rendu compte que la curcumine à haute dose, qui est présente dans les nutriments, pouvait inhiber l'absorption du fer. Donc, c'est dommage de supplémenter alors qu'on va avoir, Ouais. qu'on va pas bien absorber, quoi. Il y a Il pas y a beaucoup de mal... choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut Ouais. absolument travailler avec quelqu'un. Parce que si des fois, on peut se dire, j'ai entendu parler de ce produit-là, la curcumine, j'en prends, mais en même temps, j'ai une carence en fer, en fait, ça va être contre-productif, quoi. Ouais. Et non, c'est pas le curcuma alimentaire parce que justement, la curcumine est infime dans le curcuma, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment quand c'est de l'extrait à haute dose. Mhm. Donc oui, oui, faire attention avec le fer. Le fer, il y a ce même rapport antagoniste avec le calcium aussi, Mm. où on va pas assimiler le fer si on le prend avec en même temps que du Et calcium, ou même si on mange. en yaourt. Mm. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, si là, ça c'est vraiment même vrai au niveau alimentaire. Si on mange quelque chose qui va être haut en fer et qu'on mange quelque chose qui va être haut en calcium, on va moins bien l'assimiler, le fer, pendant ce repas-là.
Donc c'est Ouais. intéressant d'essayer d'éviter d'allier ces aliments-là ensemble. Donc le yaourt avec Bah, j'ai fait de vraiment un la article viande. sur le fer si ça vous intéresse. Mhm. Parce que des fois aussi le fer et la carence est assez fréquente, mais il faut aussi se poser Mhm. la question du pourquoi, hein. Parce que quand il y a quelque chose qui Ouais, manque tout le temps malgré la supplémentation, il faut essayer d'aller voir la source du problème. oui. Très important avec le fer pour pas non plus surconsommer en complément et au final avoir un surplus de fer circulant dans le sang. Mm. Ouais, on n'a pas parlé là, hein, c'est important, mais bon. Le faire, on pourrait faire un webinaire à lui tout seul. Ouais, il faudrait qu'on fasse un webinaire à lui tout seul. Un petit focus. Alors, il y a eu déjà des vidéos là aussi sur le microbiote, donc on va pas rentrer à fond dans les détails, mais je voulais juste vraiment insister sur le rapport et le lien entre maladie auto-immune et microbiote, et plutôt l'écosystème intestinal, donc tout ce qui va être muqueuse intestinale, mucus, système immunitaire et le microbiote, donc l'ensemble des bactéries, organismes, micro-organismes en fait qui sont dans notre ventre. Donc essentiel de toujours se focaliser, de se poser la question de l'état de cet écosystème digestif. Et il y a des nutriments qui sont vraiment essentiels. Là, la vitamine B, A, oméga 3, glutamine, c'est vraiment des cruciaux pour régénérer une muqueuse intestinale, hein, parce que ça a une durée de vie de 3 à 5 jours, une cellule intestinale. Donc, il faut des nutriments pour faire en sorte qu'elle se renouvelle de façon optimale. Et puis, le microbiote va aussi influencer l'absorption des nutriments. Donc, il peut en sécréter pour nous, mais ça régule aussi, notamment les vitamines groupe B, par exemple, qui va aussi jouer un rôle. Donc, toujours se poser la question de la santé de l'écosystème intestinal. Très important. Et on a aussi des vidéos sur ce sujet. Donc allez Mm, voir sur notre chaîne YouTube. ouais. Alors là, c'est vraiment brief. Je voulais juste vous le mettre parce que euh, ça explique encore que, ok, là, on se focalisait sur la thyroïde parce que c'est un des mes chouchous. Mais quand on a des troubles thyroïdiens, ok, il faut absolument s'intéresser à la thyroïde, mais aussi à la santé digestive, puisque là encore, bah, comme on peut le voir sur ce schéma, le microbiote va influencer la- les- l'absorption des nutriments, qui va du coup avoir un impact sur la thyroïde, puisque la thyroïde, c'est quelque chose enfin, un bon fonctionnement thyroïdien a besoin d'une myriade de nutriments. Donc là, je vous ai mis l'iode, qui est l'une des matières premières des hormones thyroïdiennes, le zinc, le fer, le sélénium, très important, le sélénium surtout, même si on se supplémente en iode, pour éviter le stress oxydatif dans la thyroïde. Le cuivre, la vitamine B12, le magnésium, le manganèse, les vitamines A et D, la coenzyme Q10, enfin, et l'un influence l'autre, quoi. Par exemple, si vous, même la conversion des hormones thyroïdiennes se fait dans d'autres tissus, donc l'hormone inactive en hormone active, et le microbiote va jouer un rôle là-dessus. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il y a eu un webinaire, il me semble, hein, sur la thyroïde, je Mhm. crois, avec Alice, Mhm. ouais. Et Avec donc voilà, Alice, mais ouais. ouais, essentiel de s'interroger sur les deux. Alors, on va pas rentrer dans les détails de la méthylation. Là, on voulait juste faire un focus sur certaines vitamines du groupe B, donc B12, B9 et B6, qui sont essentielles à la méthylation, qui est en fait vraiment un mécanisme qui va réguler l'expression de nos gènes. Et on sait hein, que la génétique joue un rôle, mais ça ne veut pas dire qu'on a des prédispositions génétiques, qu'on va développer les maladies. Donc, c'est important d'avoir une bonne méthylation pour en gros, avoir les bons gènes qui s'expriment. C'est très résumé, mais Mhm. voilà. Et il existe, enfin, la mutilation dépend du statut nutritionnel. Il y a aussi un polymorphisme. Ça, voilà, c'est juste pour votre information, mais en gros, le polymorphisme, si vous avez cette mutation génétique, vous allez avoir une diminution de l'activation de la vitamine B9 et donc une moins bonne méthylation. Et ça, c'est pas mal de le savoir. On peut évaluer si vous avez ce polymorphisme-là, parce que si vous avez ce polymorphisme, il faudra faire vraiment attention à la vitamine B9,
B12 et B6 également, au zinc également, et éventuellement se supplémenter d'une forme, Mhm. je vais dire, de croisière, je ne trouve pas le bon terme, mais et en forme méthylée. Parce que là encore, il y a les nutriments, on ne l'a pas abordé, mais arrivent souvent sous différentes formes. Il faut avoir la forme qui est absorbable par le corps. Parce que si vous Mhm. prenez de l'acide folique, typiquement, et que vous avez cette mutation de ce gène, bah, en fait, vous n'allez pas absorber cette vitamine B9 et ça peut poser problème. Exactement. Et ce qui n'est pas uniquement dans un cadre de maladie auto-immune, hein, c'est la méthylation et ces différents allèles du gène, hein, du MTHFR, va être aussi en cause pour une bonne fertilité, pour les cancers, pour voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, pas uniquement dans le cadre de sa maladie auto-immune, mais pour une santé globale aussi. Mm, mm. Ouais, on en parle peu, hein, alors c'est essentiel. Là encore, c'est un peu peut-être une mise en bouche, c'est un sujet qu'on pourra Mhm. creuser, mais essentiel, quoi, Ouais, et la pas que pour méthylation. les femmes, hein. Parce qu'on se focalise Oui, beaucoup tout le pour monde. les femmes. Ouais. Et donc, voilà, les vitamines essentielles à une bonne méthylation. La vitamine B12, qu'on trouve essentiellement les produits animaux. Donc, si en cas de régime moi je mets végétarien aussi, parce qu'en général, il y a pas suffisamment de B12. Et attention, on dose la B12 et la B9 de façon courante chez votre médecin ou dans les labos, mais on dose la B12 inactive. Donc, c'est pour ça qu'il faut des taux, il faut vraiment aller dans la marge haute. L'idéal, c'est de doser la B12 active. Comme ça, on a vraiment une idée précise de la B12 qui est dans votre, enfin, des teneurs en B12. Et pareil pour la vitamine B9. Souvent, on va doser la B9 classique, entre guillemets, mais il faut mieux doser la B9 érythrocytaire, donc qui est présente dans les globules rouges. Et si besoin d'une supplémentation, bah, faut choisir une forme méthylée dans les deux cas pour être sûr de bien l'absorber. Mm. Euh, et là encore, B9, B6, attention, s'il y a une pilule contraceptive, parce que ça pompe ces vitamines-là. D'autres, hein, mais les vitamines B9, vous pouvez être à coup sûr que c'est bas. Donc voilà, c'était un Voilà. petit aperçu. On n'a pas tout parlé. On a essayé vraiment plutôt de balayer les micronutriments et des molécules essentielles en maximum dans une heure de temps. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a besoin de plein de choses, qu'on peut doser plein de choses et que c'est intéressant de savoir où vous en êtes parce que l'alimentation ne permet pas toujours d'évaluer les besoins et de couvrir les besoins. Des fois, il faut apporter des petites corrections. Mais pour ça, il faut vraiment essayer de vous faire aider pour trouver les formes qui vous conviennent, la posologie, donc les dosages qui vous conviennent, sur combien de temps, et vraiment personnaliser la supplémentation, s'il y a besoin de supplémentation. C'est tout dit. On a une question ici. Alors n'hésitez pas, hein, il nous reste quelques petites minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Même si c'est des questions sur votre cas particulier, hein, surtout si on peut vous aider, on est ravis. Je prends de la vitamine D tous les jours. Dois-je prendre vitamine K2 car plus d'œufs, car régime et IP? Moi, j'aime bien allier la vitamine D avec la K2. C'est vrai que quand on va prendre, tout dépend aussi, il faut regarder votre dosage de vitamine D. Il faudrait faire une prise de sang pour savoir où vous en êtes, savoir combien vous prenez par jour. Mais il va y avoir aussi cette relation antagoniste entre la vitamine D et la vitamine K2. Donc, faut voir en fonction. Ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien l'allier et l'avoir sous forme liposomale ou au moins que ça soit sous forme avec des lipides, contenant des lipides. Parce que malheureusement, la vitamine D qu'on a l'habitude de prendre, que notre médecin nous prescrit dans les ampoules, elle est quand même pas de la même qualité et pas mélangée avec les lipides qui sont de qualité. Et donc, c'est vrai qu'il va y avoir moins bonne absorption. Et puis surtout, ce sont des doses qui sont Ouais, extrêmement élevées et que notre corps, au ouais, final, va rejeter immédiatement et elle va pas forcément assimiler correctement parce qu'on n'est pas fait pour assimiler 50 000 unités internationales d'un coup. Ce n'est pas ouais. quelque chose qu'on voit dans la nature.
Donc Exactement. voilà. C'est souvent, ça monte vite, mais ça descend aussi vite que ça monte. Et ça, vu que tout est une question d'équilibre, ça va aussi notamment épuiser les réserves en magnésium, quoi. Ouais. Donc, Oui, oui. ça, c'est pas vous. Et il y avait une question qui était intéressante aussi. Pour combien de temps il faut réparer une hyperperméabilité intestinale? Alors, ça dépend. On peut pas répondre comme ça parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais, Donc, il faut identifier. Donc, ouais, il y a souvent, on peut l'évaluer aussi, mais c'est compliqué de répondre à cette question-là. ouais. Alors, je me rappelle, il y avait une statistique, en 6 jours, on a renouvelé, je ne sais plus si c'était 60% ou 70% de nos cellules. Les cellules, en fait, de la paroi intestinale se renouvellent extrêmement rapidement. Donc, ça ne veut absolument pas dire qu'en 6 jours, on renouvelle notre paroi, mais c'est juste pour dire que les choses peuvent avancer très vite avec ne serait-ce que des petits changements. Malheureusement, la perméabilité intestinale, si elle s'installe, c'est pour une raison. Et donc, en fait, en réalité, il faut déjà trouver quelle est la raison. Il y en a souvent plusieurs. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau intestinal d'un point de vue fonction digestive. Est-ce que je vais sécréter toutes les enzymes qu'il faut? Est-ce que je vais avoir une bonne fonction digestive? Parce que ça va y contribuer. Et ça, la fonction digestive, ça met beaucoup de temps à rééquilibrer. Il faut savoir aussi, est-ce qu'il y a des pathogènes dans les intestins qui vont contribuer à cette porosité et cette inflammation? Est-ce que la muqueuse intestinale, donc le mucus qui va tapisser la paroi, est-ce qu'il est de bonne qualité? Parce que ça, c'est notre première, enfin, techniquement, c'est notre deuxième ligne de défense, que la première, j'estime, c'est les bactéries. Deuxième, c'est le mucus. Et troisième, c'est la paroi elle-même intestinale de cellules. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs et encore une fois, il n'y a pas une seule manière. En fait, vraiment, chaque personne va développer différents déclencheurs de cette porosité et notamment différents déclencheurs par la suite de sa maladie auto-immune. Voilà. Ouais. Très bien. Faut vraiment en fait trouver les agresseurs aussi, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui, comme tu le disais, qu'est-ce qui contribue. Je vous mets un article que j'avais écrit là sur l'hyperperméabilité intestinale dans le chat, éventuellement pour euh, comme piste de réflexion. Ouais. Ouais, super. J'ai mis aussi mes infos dans le chat. Alors, on a pas, on a d'autres questions. Tiffany, je vous ai vu, Tiffany. Juliette, en rendez-vous il y a plus de 2 ans. Visiblement, le gluten était mon problème. Mes résultats de thyroïde étaient vraiment meilleurs après. Visiblement, gluten et lactose me font gonfler, plus grosse douleur. Y a-t-il un examen à faire pour détecter une allergie ou maladie? Toutes les vitamines et ce dont vous avez parlé étaient OK pour moi, donc aucune carence. Ouais. Alors déjà, faut voir ce qui est OK mine, Ouais. ce que OK signifie. Comme je disais, entre les normes labo et les normes santé, il y a parfois des grands écarts. Et qu'est-ce qui a été dosé aussi. Après, par rapport au gluten et thyroïde, donc ça, c'est un lien très très fort, hein. On ne va pas forcément développer là-dessus, mais c'est une des choses qu'il faut souvent éliminer. Donc, beaucoup de maladies auto-immunes, mais alors thyroïde plus plus. Et pour les examens à faire pour détecter les allergies, alors oui, après, attention, il y a des différences entre les allergies, les hypersensibilités et les intolérances alimentaires. C'est trois choses différentes qu'on a tendance un peu à mixer tout Mhm. ça, alors que c'est vraiment différent. Les allergies, c'est une réaction auto-immunitaire des IgE. Donc ça, c'est un médecin, un allergologue qui peut poser le diagnostic. Tout ce qui est hypersensibilité alimentaire, ça va être des IgG qu'on peut doser. Et ça, on peut faire des élections temporaires et après les réintroduire parce que c'est une réaction qui n'a pas lieu d'être sur le long terme, surtout si on répare la perméabilité intestinale, parce qu'en général, c'est ça le nerf de la guerre. Là encore, je suis désolée, je dis beaucoup ça, mais j'ai remis à jour mon article là-dessus hier, donc c'est pour ça que, si vous voulez, là aussi, ça explique très bien. Et les intolérances, ça va être tout ce qui est intolérance au lactose, au FODMAP, à l'histamine, et ça va être un problème de terrain. Donc, est-ce qu'il y a une dysbiose, un déséquilibre du micro-organisme, un manque d'enzymes, par déficit de production, par manque d'activation? Voilà. Mhm. Donc, il y a plein de tests qui peuvent être faits. Après, là, en donner un comme ça au pif, c'est impossible parce que Ouais. il faut cibler en fonction de la problématique. Euh, Mm. mais après, quand il y a une intolérance au lactose, si elle n'est pas liée à un SIBO, par exemple, qui empêche une bonne production, ben, des fois, c'est un peu sur le long terme. Parce que là aussi, hein, il y a une part de génétique là-dedans.
Euh, donc, on ne peut pas toujours tout réintégrer. Après, on peut prendre de la lactase éventuellement, donc l'enzyme qui digère la lactose au besoin. Ouais. Et le gluten, bah là, c'est pareil, hein. Si on a une hypersensibilité alimentaire qui perdure, des fois, c'est pas forcément facile et pas toujours possible de le réintégrer. Ouais, malheureusement, le gluten, c'est quand même quelque chose qui, c'est l'aliment le plus compliqué à réintégrer, notamment parce que bah, le blé d'aujourd'hui n'est pas le même hein, que le blé ancien. Et donc, forcément, on est beaucoup plus de personnes aujourd'hui à être intolérants, enfin, pas intolérants, pardon, à être hypersensibles au gluten. Et c'est vrai que dans le cadre de maladies auto-immunes, ça va être un élément déclencheur assez courant et assez dominant. Mm. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais réintroduit, par exemple, et que je pense que je réintroduirai jamais. Mais ça ne me Ouais. dérange pas Bah, parce moi, que je l'ai c'est... réintroduit et j'ai refait une petite rechute. Donc, Ah, bah alors, est-ce que oui, c'est ça? Est-ce que c'est ça? On ne sait jamais parce que c'est toujours c'est multifactoriel. bien sûr. Mais voilà, des fois, parce que c'est pas toujours facile, hein, je comprends, mais au final, quand on se sent tellement mieux sans, bah, des Ouais. fois, Ça vaut pas le coup en fait de le réintroduire quand on se sent si bien. Mais ok, c'est intéressant. laissez-le. C'est quand tu étais en France là que tu l'as réintroduit? Ouais, alors c'est pas en France, en France c'est facile. C'est plutôt quand j'ai fait un tour d'Europe en train et dans les pays où je comprenais rien à la langue ou des trucs, des fois Euh, c'était pas forcément simple. Et du coup, je ouais. pense, voilà. Euh, Mhm. et je suis très curieuse, donc j'aime beaucoup tester des choses, mais là, j'avoue que ça n'a pas réussi. Donc, Ouais, bon. ouais. Et je veux juste préciser par rapport au lactose, on parle trop souvent de lactose en fait quand on parle de produits laitiers. Pour moi, le réel problème inflammatoire, la réelle composante inflammatoire des produits laitiers, c'est pas forcément le lactose. Alors le lactose, c'est le plus impressionnant parce que c'est vrai qu'on peut avoir une intolérance et donc pas le digérer et avoir une réaction assez immédiate, notamment bah, de diarrhée, de gaz, ce genre de choses. Donc c'est assez immédiat, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus irritant et va être pour le système immunitaire et qui va créer plus d'inflammation. C'est la caséine, notamment la caséine A1, qu'on retrouve dans les produits laitiers et qui est dominante dans le lait de vache. Et c'est pour ça que souvent on tolère beaucoup mieux le lait de chèvre ou le lait de brebis, qui a aussi de la caséine, mais c'est de la caséine A2, qui est beaucoup moins inflammatoire, qui a beaucoup moins de lactose aussi, hein, notamment. Donc des personnes qui sont intolérantes au lactose parfois arrivent à manger aussi des produits à base de lait de chèvre ou de lait de brebis. Mais c'est vraiment la caséine, le réel problème, plus que le lactose. Ouais. Bah, la caséine, ça va être une réaction des IgG, donc Voilà. une hypersensibilité, et la tolérance au lactose, ça va être un déficit d'enzyme, donc le petit ciseau qui découpe le sucre du lait en deux. Et c'est deux choses différentes, et c'est vrai qu'il y a souvent un amalgame, mais on peut euh, tolérer l'un et l'autre. Enfin, en général, ça va quand même je réfléchis, mais quand on tolère pas le lactose, c'est compliqué. On peut toujours consommer des produits laitiers à base de peut-être fromage à pâte dure, par exemple, mais il y a beaucoup de caséine dedans. Donc ça, voilà, c'est deux choses Mhm. différentes. Mhm. Bon, on a déjà dépassé un petit peu, mais peut-être rapidement, on peut répondre aux deux, trois questions qui restent. J'ai entendu parler d'une substance néfaste qui se trouve dans le gras de la peau de mouton recueillie dans la vitamine D, la Ah oui. lanoline. Avez-vous plus d'infos? Je ne sais pas si tu as une Ouais. meilleure peut-être réponse que moi, Juliette, parce que moi, je... Non, oui, j'ai vu ça sur Instagram. Je pense que, alors, personnellement, bon, de toute façon, il n'y a jamais des trucs parfaits. Ouais. Moi, je travaille plutôt avec les laboratoires, c'est-à-dire que j'essaie de choisir des laboratoires de qualité. S'il y a des problèmes et si jamais la personne ne veut pas de la ligne, bah, on prend sur une forme végétale à base de lichen. Mhm. Mais après, voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir des bons produits parce que là, ça, c'est une substance quand même peut-être qui est problématique, mais il y a plein d'autres compléments qui ont des excipients, donc des ingrédients autres qui sont pas terribles. Et là, du coup, il faut demander et travailler avec un professionnel de santé qui a une éthique derrière au niveau des laboratoires. Voilà. Parce que c'est Ouais, un gros business aussi, on va pas se le cacher. c'est sûr. C'est essentiel, mais il faut du coup faire la part des choses. Mhm. Ouais, bah, c'est vrai que moi, bon, moi en plus étant aux États-Unis, même si je travaille avec des personnes en France,
Moi, mes labos de prédilection, c'est vraiment des labos américains avec lesquels bah, j'ai eu des formations aussi. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup plus de traçabilité. Vu qu'on trouve tout et n'importe quoi aux États-Unis, il y a aussi beaucoup plus de traçabilité pour les marques qui veulent faire l'effort de montrer qu'ils ont des produits de qualité, comment ça a été fabriqué, tout ça. Donc voilà, moi, j'utilise beaucoup des labos américains qui, pour moi, sont quand même d'excellente qualité. Coûte un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver hein, en pharmacie en France, mais ça en Ouais. vaut le Moi, coup. il y a quand même des bons labos hein, en Europe. Ouais, Après, entre la pharmacie et ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément ce que vous allez en pharmacie que vous avez des meilleures qualités. Parce qu'il exactement. faut savoir que les labos en pharmacie, j'ai travaillé un peu en pharmacie, hein, donc je vois un peu le système. Euh, Ils ont un budget important. Donc Ouais, forcément, faut bien faire des bénéfices quelque part, quoi. Donc ouais, voilà, ça dépend, hein. On peut trouver des fois des choses, mais il faut bien ouais. lire les petites lignes et en fait demander à quelqu'un qui s'y connaît parce que sinon c'est la foire, hein. Ouais, et puis ils ont un bon système de récompense aussi, donc au final on va demander conseil à notre pharmacien, mais il suffit que la semaine d'avant il y ait un représentant du laboratoire qui est passé et qui leur a donné des petites incentives intéressantes, bah forcément la pharmacienne ou le pharmacien va vous diriger vers cette marque ou ce labo. Donc c'est sûr que Mm, voilà, faut aussi travailler avec quelqu'un qui a moins d'incentives pour tel ou tel labo. Euh, mm, euh, mm. dernière Ouais. chose, euh, dernière chose, j'ai vu. Avez-vous des labos recommandés pour les formes méthylées de certaines vitamines, notamment la B9? Je sais qu'en Oui. France, toute la gamme Ergi, c'est quoi ce labo de Ergi? Il y a Ergizyme, Ergi, tout ça. Eux, ils ont une Euh, forme méthylée ouais. que j'avais Alors utilisée, moi, mais bon, encore une fois, moi j'utilise des labos américains. ouais, en France, franchement, il y en a pas mal. Faut lire sur l'étiquette, faut que ce soit méthylfolate. Voilà. Après, ça dépend toujours de est-ce qu'on veut le prendre tout seul ou pas. Moi, typiquement, je la conseille rarement seule, hein, la vitamine B9, Ah non, parce ouais. que ça va en synergie avec tous les autres vitamines B et le magnésium. Donc, oui, il y a des labos. Euh, bon, je vais en citer. Moi, j'aime bien travailler avec CobMed, Energetica Natura, mais peut-être pas pour la B9, forcément. Euh, Sende Natural aussi, c'est un labo allemand qui font, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Euh, mais voilà, moi, je préfère toujours voir est-ce qu'il y a besoin d'autre chose, combien, quelle quantité, pour qui, pourquoi, Mm, et adapter, parce qu'il faut personnaliser, sinon oui. on, Mais c'est on vrai que peut c'est faire plus de important. mal que de bien. C'est important de souligner ce que tu as dit. Moi, je dirais même, il faut surtout pas complémenter, enfin, comment on dit, oui, supplémenter euh, uniquement une vitamine B. C'est très important de le prendre en complexe. Alors, il y a des complexes qui sont plus ou moins complets en fonction des besoins, mais c'est important de ne pas uniquement prendre de la B9 ou bon, il y a une grosse crise en ce moment sur la B1, donc il y a tout le monde qui prend de la thiamine là en ce moment, mais il y a des modes. Mais en tout cas, Ouais, c'est ça. c'est important de les prendre en complexe. Mhm. Voilà, Mhm. je pense qu'on a fait le tour. Oui. S'il y a d'autres questions, je pense qu'il y en a d'autres un petit peu des questions, mais s'il y en a, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@bien-être-auto-immune.com et je peux rediriger les questions aux différents praticiens, notamment là à Juliette, qui sont spécialisés dans la question que vous posez. Voilà. Mhm. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et merci Juliette. Super, super présentation. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à nous soutenir en nous suivant sur Instagram, en nous suivant sur YouTube et dans la newsletter. Voilà. Ouais, merci à tous. Et puis Merci. voilà, au plaisir d'en refaire d'autres. C'est aussi ça qui nous pousse d'avoir vos retours aussi et que votre présence. C'est aussi ça qui nous pousse parce qu'on fait ça toujours on est passionné, hein, donc c'est notre temps libre, mais on adore le faire. Mais c'est Mhm. vrai que des fois, avoir des retours positifs, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, exactement. Bon, merci à Mm. vous. Bonne soirée.